raconte. Christophe Ondelatte. Voici une affaire criminelle que sans doute tout le monde a oubliée. Et pourtant elle se termine en 1948 par 3 coups de lame sous la guillotine, à Tarbes. Je la tire d'un livre de Jean-François Fourcade, dit Coup d'Hache, qui sera là tout à l'heure, Crime en Bigorre et Petit délit en Haute-Adour, aux éditions Pyrénéennes. Voici donc l'histoire des derniers guillotinés des Hautes-Pyrénées. Attention, ça sent l'accent. Nicolas Loupien m'a aidé à l'écrire et Céline Lebras l'a réalisé. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous voici à Créchetz, dans les Hautes-Pyrénées, fin décembre 1944, aux alentours de midi. Il a neigé toute la journée. De la fumée s'échappe des cheminées. On est à 2 jours de Noël et on devine à l'intérieur des maisons les femmes qui préparent les oies rôties. C'est un décor de calendrier de la Poste. À la Poste, justement, Félix Godmet, le receveur qui fait aussi facteur, a fini de classer le courrier et il est en train d'arrêter les comptes de fin d'année quand arrive un télégramme. Un télégramme envoyé de Lourdes et destiné à une habitante du village. Comme en général les télégrammes sont porteurs de mauvaises nouvelles, à Créchetz, ça n'est pas le facteur qui les distribue, c'est le maire. Et donc, Félix Godmet attrape le télégramme et se dirige vers le domicile du maire, Pierre Sost. Le maire habite une ferme d'une dizaine d'hectares près de la Nationale. Il cultive des pommiers. C'est un vieux garçon, Pierre Sost. Il vit là avec sa mère et un domestique. Félix le postier arrive devant la ferme. Il ouvre le grand portail. Il va vers la porte. Normalement, chez le maire, c'est toujours ouvert. Sauf les jours de marché quand il s'absente. C'est un peu l'annexe de la mairie, si vous voulez. Les gens passent sans rendez-vous. Le chien n'aboie plus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la grande porte d'entrée est fermée. Le facteur jette un œil par les vitres de la cuisine. Normalement, la veuve Sost, la mère, est au coin du feu en train de tricoter ou de coudre. Elle n'y est pas. Et le feu est éteint. Avec cette neige. Il a dû passer quelqu'un parce que il y a 3 verres sur la table. Alors le facteur se hisse sur la pointe des pieds. Il colle son visage au carreau. Et là, il voit sur le sol de la grande pièce 2 corps dans une mare de sang. Oh, il députe. C'est Madame Rosalie. Il la reconnaît tout de suite. Et l'autre, c'est le domestique, Joachim. Et le maire, eh bien le maire, on ne sait pas où il est. Quoi qu'il en soit, Félix est tout tourneboulé, et donc il rentre à la poste en courant. Il y retrouve sa femme. J'arrive de chez Sost. La porte était fermée. J'ai regardé par la fenêtre. On a tué la mère. La Rosalie et Joachim aussi. Ils sont par terre dans le sang. Et Pierre? Pierre, tu l'as vu? Non. Je sais pas où il est. Il faut que tu appelles les gendarmes de Lourbarousse. Hein. Il faut les prévenir. Oh, Boudiou, quelle histoire. Allô? Le central? Dites-moi, est-ce que vous pourriez me passer la gendarmerie de Lourbarousse, s'il vous plaît? Oui, Lourbarousse. J'attends. Il lui faut un bon quart d'heure pour joindre la gendarmerie. Les gendarmes arrivent à 5 heures de l'après-midi. Et ils retrouvent sur place le postier Félix et le premier adjoint. La porte d'entrée est toujours fermée à clé. Alors ils passent par la grange et trouvent une autre porte, qui elle est ouverte. Et ils arrivent dans la cuisine. Et là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas 2, mais 4 corps. La mère, Rosalie, le domestique, Joachim, et le maire, Pierre Sost, il est mort lui aussi. Son corps est dans l'angle. Félix ne pouvait pas le voir. Et le 4e, là, eh bien c'est l'ami du maire, c'est Jean Ribes. Il passe le voir tous les soirs pour tailler le bout de gras. Et alentour dans la cuisine, il y a du sang partout.
On s'est battu dans cette cuisine. Les chaises sont renversées. Et dans un coin, les gendarmes découvrent une barre de bois, recouverte de sang, avec des cheveux collés dessus. Les gendarmes examinent ensuite un par un les 4 cadavres. Alors tu notes, hein. Cadavre de monsieur Pierre Sost. Enfoncement total de la boîte crânienne. Ça doit être la barre de bois. On a aussi un coup de couteau au niveau du cœur. À mon avis, il est mort de suite, hein. Le cadavre de la mère, Rosalie, présente un écrasement des parties saillantes du visage. Et là encore des blessures par arme blanche, au cœur et à l'aorte. Le couteau qui a servi à les tuer tous, les gendarmes le retrouvent planté dans le cœur du domestique. Et ils trouvent un 2e couteau, planté dans le dos du 4e cadavre, celui de l'ami du maire, Jean Rib. C'est une boucherie. Et le mobile de ces 4 meurtres paraît assez clair tout de suite. Le vol. La maison est sans dessus-dessous. Tous les meubles ont été fouillés, les tiroirs et les matelas sont retournés. Et les portefeuilles de Pierre Sost et de son ami Rib sont là sur le sol, vides. Le lendemain, le procureur Fabre ouvre une information pour assassinat. Et la police judiciaire met à la tête de l'enquête l'inspecteur principal Courtège, que l'on dit spécialiste des crimes en milieu rural. Que diable! Un spécialiste des crimes chez les pécores. Ça existe donc. L'inspecteur Courtège débarque à Créchetz le 29 décembre, soit 6 jours après le quadruple assassinat. Et il va droit à la ferme, avec la ferme intention, comme c'est l'usage, de poser des scellés sur les portes. Il doit vite y renoncer. Il y a 8 vaches dans l'étable. Alors il trouve un voisin pour s'en occuper et remballe ses scellés. Le début d'enquête confirme le mobile, l'argent. Parce que vu de Créchetz, vous devez savoir que les Sost, la famille du maire, ce sont des riches. Je vous ai dit qu'ils cultivaient des pommiers. Eh bien la pomme à cette époque, ça rapporte. Et l'inspecteur Courtège apprend vite que quelques jours avant d'être assassiné, le maire Pierre Sost est allé vendre sa récolte de pommes à un grossiste de Lannemezan. Et combien a-t-il tiré de cette récolte de pommes? Oh, pas mal d'argent, hein. Il est reparti avec 50 000. 50 000 francs? Eh oui. Et à Créchetz, tout le monde croit savoir où les Sost planquent leur oseille. Ils ont des tiroirs pleins de billets de banque, hein, et des titres porteurs, et des bons du trésor. Vous avez une idée du montant de leur fortune, hein? Bon, moi je dirais 200 000, hein, 200 000 francs, sans compter l'argent qu'ils ont à la poste. Tout ça est peut-être fantasmatique, mais les Sost étaient riches, ils avaient de l'argent à la maison, et ça se savait. Et l'ami du maire, Jean Rib, qui était là et qui est mort lui aussi, lui, il était maquignon. Et les langues de pute de Créchetz disent qu'il a toujours sur lui plusieurs milliers de francs. Et ça aussi, tout le monde le savait. Alors, qui a fait le coup? Entraînant dans le village, l'inspecteur Courtège apprend que 3 bûcherons espagnols traînaient dans le coin il n'y a pas si longtemps. Des espingouins. Eh ben, ça doit être eux les assassins. Ces Espagnols seraient venus fin novembre. Ils sont venus pour se faire embaucher comme bûcherons. Et moi, je les ai vus aller chez le maire. Ah si! Ils y sont allés pour lui demander des cartes d'alimentation. En novembre! Très intéressant. Et l'inspecteur Courtège et ses hommes retrouvent leurs traces dans un hôtel du coin, l'hôtel Terminus de Lourbarousse. Bonjour madame, c'est la police. Dites-moi, en novembre, vous n'auriez pas hébergé 3 Espagnols? Ah, je crois bien que si. Attendez, bougez pas. Si, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Et vous avez gardé leur fiche. Et bien sûr, c'est la loi.
Et vous pouvez me les donner, les fiches. Évidemment. Et voilà. À partir de là, Courtèges a des noms. Prieto, Ramiro et Sanchez. Et il est encore conforté par le témoignage des employés de la gare de Montrégeau, qui raconte une scène qui remonte à la veille des meurtres. Oh bête, 3 Espagnols, hein? Ils étaient sous comme des cochons. Et dans le hall de la gare, on n'entendait que. Et dans le train, ils ont gueulé comme des ânes. Ça se précise. Mais il faudrait des preuves. Alors avec sa liste de 3 noms, Courtèges se rend à Tarbes, la préfecture, et il va au service des étrangers. Pas de trace des 3 Espingouins. Il fait le tour des garnis qui logent des Espagnols. C'est la guerre d'Espagne à l'époque. Il y a beaucoup d'Espagnols républicains qui se sont réfugiés dans le coin. Mais ça ne donne rien non plus. Et là, il a une excellente idée. Il va voir le commandant des guérilleros espagnols, les Espagnols républicains, qui mènent la résistance contre Franco depuis la France. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais nous avons 4 guérilleros qui ont déserté. Ah, c'est intéressant ça. Et quand? C'était les 20 novembre. Et vous en voulez une autre? Pour vous convaincre qu'on est sur la bonne piste? La tenancière de l'hôtel Terminus, où ces 3 Espagnols ont logé avant et après le meurtre, raconte une drôle d'histoire. Eh bien, juste avant Noël, un jour, ils sont arrivés avec une noix. Une noix grasse. Ils m'ont demandé de la cuisiner. C'est toi. C'est celle que la pauvre Rosalie Sost a engraissée pendant des mois pour la manger à Noël. Plus de doute. Ces Espagnols sont les assassins. Mais où sont-ils? La tenancière de l'hôtel Terminus donne aussi à l'inspecteur Courtèges une information capitale. Ils ont parlé. Ah, ça pour parler, ils ont parlé beaucoup. Et il y en a un qui a dit qu'il voulait aller à Tours. Parce que là-bas, il avait une maîtresse. À Tours. Vous voulez dire en Touraine? En Touraine, je sais pas. Mais à Tours. Ils ont dit à Tours. À Tours? L'inspecteur Courtèges s'achète un billet de train. Et le 18 janvier, il débarque à Tours, où il mobilise ses collègues de la police, qui secouent la communauté espagnole. Ça y est, inspecteur. J'ai un tuyau. Ils sont descendus à l'hôtel de Bourgueil. Chambre numéro 9. Ni une ni deux, Courtèges et ses hommes foncent à l'hôtel. Ils montent tout droit à la chambre numéro 9. Et là, ils tombent sur les 3 Espagnols en slibard et en tricot de peau. Au début, Prieto, Ramiro et Sanchez font les andouilles. Et nous n'y sommes pour rien, hein? Pour rien du tout. Et puis les policiers qui les accompagnent les fouillent. Ils commencent par Prieto. Et ils trouvent sur lui 13 billets de 1000 francs. 13 000 francs. Plus des pièces en argent. Et sur Ramiro, ils trouvent 2000 francs. Et encore des pièces en argent. Le dernier n'a rien sur lui. Son portefeuille est vide. Alors, messieurs, d'où est-ce que vous le sortez, cet argent? Et tout doucettement, les 3 passent aux aveux. L'argent vient du quadruple assassinat de Créchetz. Et voilà donc comment ça s'est passé. Dans cette histoire, au début, ils ne sont pas 3, mais 4. José Ramiro, José Sanchez, Julián Prieto et Jesús Bermero. Ils ont quitté tous les 4 l'Espagne en 1938 parce qu'ils étaient contre le fascisme. Ils se sont réfugiés à l'ombre de la Sainte Vierge, à Lourdes. Et là, ils ont intégré une unité de guérilleros. Ils désertent en 1944, tous les 4. Ils louent une chambre à Tarbes. Et assez vite, il leur faut se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas un radis. Et c'est là qu'ils apprennent que dans la vallée de la Barousse, on cherche des bûcherons. Sanchez, Prieto et Bermero y vont à 3. Et ils sont embauchés. Fantastico! Et là, ils se disent, comme on est là,
si on allait voir le maire pour tenter de lui arracher 2 cartes d'alimentation. C'est la guerre. C'est comme ça que ça marche. La nourriture est rationnée. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils tombent sur la mère. « Vous voulez mon fils ? Il est pas là, mon fils. Il est encore au champ à cette heure. Mais entrez, je vous prie. Vous allez attendre au chaud. » Ils entrent dans la grande pièce. Pas mal. Ça sent l'opulence ici. Et si la vieille est sourde, elle n'est pas muette. « Oh, il a beaucoup de travail, hein, mon fils Pierre. En ce moment où on est en pleine récolte. Ça va être une bonne année, hein. On est content. Remarquez, les années précédentes, c'était pas mal non plus, hein. On n'a pas à se plaindre. On a de la galette. Et on la met pas à la banque, hein. Les banquiers sont des voleurs. » Quand ils repartent de chez le maire, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête. Ils n'iront pas se tuer la santé en faisant les bûcherons. Ils vont prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez le maire. En rentrant à leur hôtel à Tarbes, ils racontent tout à leur ami Ramiro. Le 22 décembre, ils se réunissent tous les 4 pour préparer leur coup. Si on fait ça, hein, il faut les tuer tous, hein. Sinon, il faut nous dénoncer, hein. Ça tombe bien. Sanchez a un revolver. Au dernier moment, Jesus Bermero renonce, mais les 3 autres se mettent d'accord pour lui garder une part du butin. Il a quand même participé au repérage chez le maire. Et les voilà donc qui montent à 3 dans le train de 16 heures en direction de Montrégeau. À Montrégeau, ils doivent attendre la correspondance pour l'Ourbarousse. Alors ils achètent un sandwich et surtout du vin blanc. Quand ils montent dans le train suivant, ils sont saouls comme des gorées. Et c'est dans le train qu'ils décident de renoncer au revolver. Ça va faire du bruit, non ? Faut qu'on trouve autre chose. Arrivés à l'Ourbarousse, ils prennent à pied la direction de Créchetz. Il y en a pour 5 kilomètres. Et dans une scierie sur le bord de la route, ils volent une barre de bois. Ça sera moins bruyant que le revolver. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils voient de loin un visiteur débarquer. C'est Jean Ribes. Ils ont juste le temps de se planquer à l'angle de la maison voisine. Ils le laissent entrer. Et maintenant, ils peuvent y aller. Ils pénètrent dans la cour. Et là, ils trouvent Pierre Soste et son ami Jean. « Personne ne les bouge !» Le revolver suffit à les neutraliser. Ils les font rentrer. Ramiro regroupe les 4 occupants dans un coin de la cuisine. Et les 2 autres entament la fouille des chambres. C'est pour ça qu'il ne les tue pas tout de suite. Au cas où il faudrait les secouer un peu pour avoir les planques. Il fouille les armoires, il retourne les tiroirs, il trouve quelques pièces d'argent et des louis d'or, mais pas de bifton. Alors ils redescendent dans la cuisine. L'argent! Il est où l'argent? Pierre Soste leur montre alors le tiroir de la cuisine, dans lequel il trouve 24 000 francs. Et là, bim, Sanchez assomme la mère. Et ensuite, il force Pierre Soste à monter à l'étage et à lui montrer les autres cachettes. Et ensuite, ils descendent et il les tue tous les 4. Avant de partir, il vole une miche de pain et une bouteille d'eau-de-vie et la fameuse oie grasse toute plumée que la vieille avait préparée pour Noël. Il ferme la porte de la cuisine, il jette la clé dans un ruisseau. Il est 22 heures, il fait froid, il neige, il n'y a plus de train pour Tarbes. Alors il décide de passer la nuit dans une meule de paille au bord de la route. Et pour se réchauffer, ils ont la bouteille d'eau-de-vie. Voilà le crime tel qu'ils viennent de l'avouer. Au total, ils ont volé 120 000 francs. Et maintenant, soyons lucides. Ces 3 Espagnols ont toutes les chances de finir sous la guillotine.
Avant de les juger, il faut tout de même savoir qui a fait quoi exactement. Au total dans cette affaire, ils ne sont pas 3 ni 4, mais 5 Espagnols impliqués. Le 5e s'appelle Avila, les autres lui ont donné une part du butin parce qu'il l'aimait bien et qu'il n'avait pas le sou. Et cet Avila s'empresse d'expliquer qu'il ne savait pas d'où venait l'argent. Sur les 4 autres, vous savez que Bermero, à la dernière minute, a renoncé. Il n'a pas participé au meurtre. Mais il a tout de même empoché 30 000 francs. C'est du recel. Et puis restent les 3 autres. Prieto, Ramiro et Sanchez. Eux, ils étaient à la ferme. Et eux, ils s'accusent mutuellement. Prieto et Ramiro disent que c'est Sanchez qui a tué. Et José Sanchez, ah ben c'est Prieto qui a tué. Et pour tenter de sauver leur tête, maintenant, contrairement à leurs aveux en garde à vue, ils disent tous que rien n'était prémédité, que ça s'est fait dans l'affolement. Le juge les interroge à plusieurs reprises. Il les confronte. Et à la fin, il décide de les renvoyer, tous les 5, devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Sanchez, Ramiro et Prieto pour assassinat et vol aggravé, et Bermero et Avila pour recel. On ne voit pas comment les 3 premiers pourront échapper à la peine de mort. Leur procès s'ouvre à Tarbes le 24 mars 1946 à 2h de l'après-midi. 5 avocats ont été désignés pour assurer leur défense. Les portes du palais ne sont pas encore ouvertes, il y a un monde fou devant la porte. Et quand on ouvre les portes, les gens se ruent à l'intérieur pour accéder à la tribune. Dans le prétoire, les pièces à conviction, comme c'est l'usage, sont posées sur une table. La barre de bois, une bûche tachée de sang, le revolver et les 2 couteaux. « Faites entrer les accusés, je vous prie. » Ils entrent dans la salle d'audience en baissant les yeux. Ils ne regardent ni le public, ni les pièces à conviction. Le greffier lit l'acte d'accusation. Et au fur et à mesure qu'il donne des détails, les gens dans la salle font « Oh! Ah !» Honnêtement, l'interrogatoire des 5 n'apporte pas grand-chose. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils risquaient leur tête, ils ne défendent plus qu'une seule idée. On est venu pour les voler, mais on ne passait pas les tuer. Mais alors, si vous n'aviez pas l'intention de les tuer, pourquoi est-ce que vous prenez un revolver et que vous ramassez en passant une barre de bois à la scierie? Mais c'était pour nous défendre. Ils sont très moyennement convaincants. Le docteur Auberti, psychiatre, vient à la barre. Nous avons là des accusés qui sont tous sains de corps et d'esprit, et qui sont d'une intelligence plutôt supérieure à la moyenne. Hein. Et nous considérons que leur responsabilité doit être regardée comme entière. Elle est entière. On fait venir l'inspecteur Courtège. J'ai été écœuré par le cynisme de leurs aveux. Écœuré. Mais ce que tout le monde attend, c'est le réquisitoire. Le réquisitoire de l'avocat général, le procureur Fabre. Va-t-il ou non demander la peine de mort? Il s'agit bien, mesdames et messieurs, d'un crime prémédité. Ils l'ont dit au cours de leurs aveux, ils étaient venus pour les tuer. Alors ensuite, ils sont revenus là-dessus, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils disent spontanément le jour où on les arrête. N'est-ce pas? C'est un crime d'une sauvagerie et d'une cruauté que rien ne peut justifier. Le psychiatre nous a dit qu'ils étaient pleinement responsables. Et moi, je ne trouve à la lecture du dossier aucune circonstance atténuante. Je requiers donc contre Sanchez, Ramiro et Prieto la peine de mort. Et contre Bermejo, qui ne pouvait pas ignorer que l'argent qu'il a reçu venait du crime, une peine de 20 ans de travaux forcés. Quant à Avila, vous le condamnerez à une peine de principe.
Les avocats de la défense demandent une suspension de séance pour adapter leur plaidoirie. Les avocats, en vérité, n'ont qu'une alternative pour tenter d'éviter à leurs clients la mort. Plaider l'absence de préméditation. Ils n'avaient pas prévu de tuer. Ils tuent dans l'affolement. Et puis ces hommes-là ne sont pas n'importe quels hommes. Ces hommes-là, ils se sont battus pour leur pays. Ils se sont battus pour la liberté. Et pendant la guerre, ils ont rejoint la résistance française. Ils ont été braves. Ils ont été braves. Et vous devrez juger leur cas avec bienveillance. Le 26 septembre 1946, aux alentours de 7 heures du soir, les jurés de Tarbes rendent leur verdict. C'est assez laborieux, ils ont dû répondre à 67 questions. Mais la seule qui compte, c'est celle-là. À la question, les accusés Sanchez, Ramiro et Prieto bénéficient-ils de circonstances atténuantes? Le jury a répondu non. À partir de là, tout le monde a compris. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, condamne José Sanchez, José Ramiro et Julián Prieto à la peine de mort. Elle condamne Jésus Bermejo à 20 années de travaux forcés et Pedro Avila à 18 mois d'emprisonnement. Garde, emmenez les condamnés. L'audience est levée. Sanchez, Ramiro et Prieto se pourvoient en cassation. Rejeté. Ils attendent maintenant le résultat du recours en grâce que leurs avocats ont déposé auprès du président de la République, Vincent Auriol. Le 30 janvier 1948, la secrétaire de l'avocat de Prieto reçoit un appel du parquet général. « Maître ?»« Oui, Annie ? J'avais demandé qu'on me dérange pas. »« C'est le parquet général, maître. Ils disent que c'est urgent. » « Entendu, passez-les-moi. »« Allô ?»« Bonsoir, maître. C'est pour demain, à 7 heures. » Les recours en grâce ont été rejetés. »« Oui, maître. Nous venons d'être avisés par la présidence de la République. Nous souhaitons procéder avant que ça ne se sache à la prison. Comme vous le savez, ça met toujours les détenus dans un état de nervosité terrible. Donc soyez rue Eugène Thénault à 7 heures du matin demain. » Dans l'immédiat, seul Sanchez n'est pas sur la liste, car il doit encore comparaître devant la cour d'assises de Tours pour un autre meurtre. Au même moment, le train de Paris arrive en gare de Tarbes, avec à son bord le bourreau, M. Desfourneaux, ses assistants, et ce qu'on appelle à l'époque les bois de justice, autrement dit la guillotine, démontée. Le lendemain matin, quand les avocats arrivent à la prison de Tarbes, la guillotine est déjà dressée dans la cour, avec un seau qui recueillera le sang et une grande corbeille en osier pour y mettre les corps. On a tendu une grande toile pour que depuis les fenêtres des cellules, les détenus ne puissent pas assister à l'exécution. « Bonjour, messieurs. Nous n'attendions plus que vous. » Un petit groupe se constitue. L'aumônier, le directeur de la prison, le gardien-chef, un représentant du parquet, un magistrat du siège, les avocats, et bien sûr le bourreau Desfourneaux et ses assistants. Le petit groupe se dirige vers les cellules des condamnés à mort. Ils ouvrent d'abord la porte de Prieto. Il dormait. « Alors ? Ça y est, je suis gracié ?» Comme personne ne répond,
Il comprend que non. Allez, Prieto, ne fais pas d'histoire, hein. Habille-toi, tout va bien se passer. Ils vont ensuite chercher Ramiro. Et tous les deux s'entretiennent quelques minutes avec l'aumônier. Il semble qu'ils communient. Ensuite, l'exécuteur coupe le col de leur chemise et les cheveux qui leur couvrent la nuque. Ils refusent la cigarette, mais ils boivent le verre d'alcool, cul sec. Et après, ça va très vite. C'est terminé. Merci, messieurs. Le troisième, José Sanchez, est exécuté 4 mois plus tard. Et c'est la dernière fois qu'une tête tombe à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. La ferme des Sostes, à Créchetz, a été rachetée depuis par un couple d'Anglais. Ils y font chambre d'hôte. Si le cœur vous en dit. Merci Jean-François Fourcade, dit Coudache, d'avoir exhumé cette histoire et de nous avoir permis de la raconter aujourd'hui. Je la tire de votre livre paru aux éditions Pyrénéennes, Crime en Bigorre et Petit délit en Haute-Adour. Vous y êtes allé, je suppose, à la ferme aujourd'hui ? Oui, en effet, j'ai visité les lieux et j'ai même rencontré les nouveaux acquéreurs, ce couple d'Anglais. Effectivement, j'ai visité les lieux, ça a beaucoup changé, mais dans l'ensemble, ça reste la même chose. Ils étaient au courant de ce qui s'était passé chez eux ? Non, c'est moi qui leur ai appris. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais c'est moi qui leur ai appris lorsque je leur ai demandé de pouvoir pénétrer dans la maison pour prendre quelques photos dans le cadre du livre que j'ai écrit et de la conférence que j'ai faite ensuite. C'est moi qui leur ai appris l'affaire. Et ça ne les a pas trop effrayés de dormir dans une maison où avait eu lieu un quadruple meurtre il y a 70 ans ? Oui, non, pas du tout. Vous savez, ce sont des Anglais. Les Anglais ont un flegme britannique. Ils ont pris la chose, non pas comme un honneur, mais comme une petite gloire personnelle d'habiter un lieu dans lequel il y a eu il s'est passé quelque chose de crime. Alors, avant de reparler de cette histoire, arrêtons-nous quand même sur la dernière scène, sur la guillotine. Moi, j'ai appris plein de choses en lisant votre livre, que d'ailleurs, je n'ai pas pu tout raconter là, parce que je manquais de temps, mais oui. Je n'avais pas réalisé. Vous parlez d'un personnage qui s'appelle le photographe, qui est donc un assistant du bourreau des fourneaux. Oui. On comprend pourquoi le photographe, parce qu'à l'époque, on voit bien comment fonctionnaient les appareils photo, on les posait devant soi en bas, et il y a donc un type qui tient la tête du type qui va être guillotiné, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Il y a parmi les assistants de Monsieur Desfourneaux, dont il convient de dire qu'il a pris la succession de l'ancien bourreau qui s'appelait Monsieur Desblair, eh bien, il y a un personnage qui tient l'accusé sur une planche verticale. Il y a le personnage qui, lorsque la planche tombe et que la tête est prise dans un étau, qui lui tient la tête, et après il y a un photographe qui prend une photographie pour les archives de la prison. Donc il y a tout un cérémonial, et c'est le monsieur Desfourneaux, le bourreau, qui abaisse le déclic, qui fait tomber ce qu'on appelle le mouton. Dans le langage de la guillotine, le mouton, c'est la lame. Mais c'est-à-dire que la tête, dans mon image, pardon, je découvre quelque chose dans mon image, la tête tombée dans le seau, pas du tout. Elle est tenue par l'assistant qui ensuite la dépose dans la malle en osier. Voilà, tout à fait. À l'époque, au Moyen-Âge, le bourreau prenait la tête du condamné en la montrant au peuple, en disant « voici comment périssent ceux qui commettent des crimes ». Là, non, il y a un assistant qui tient la tête, et lorsque le mouton est tombé, il dépose la tête dans la panière. Voilà. Je n'ai jamais assisté, moi, à une exécution. Heureusement, je n'ai eu aucun client qui ait été condamné à mort, mais j'ai pris connaissance de rapports faits par des avocats qui ont assisté à ce genre d'opération, et ça se passe exactement comme je l'ai dit dans mon livre et comme vous l'avez parfaitement raconté. Mais ça se passe en quelques secondes, parce qu'il faut surtout éviter que les autres détenus aient conscience, auquel cas il y aurait un charivari, il y aurait une émeute dans la prison par solidarité. C'est pour ça que, je le précise dans le livre également, très souvent,
temps, les gardiens ne mettent pas de chaussures. Ils vont en chaussettes dans les cellules chercher les accusés afin de ne pas faire de bruit dans les couloirs. Ils y vont en chaussettes. Il faut surprendre le condamné au pied du lit. Et donc, la guillotine est itinérante. Chaque grande prison n'a pas sa guillotine. On l'a fait venir de Paris. Alors, jusqu'à une certaine époque, il y avait une guillotine par cour d'appel. Et à partir du début du XXe siècle, il n'y avait qu'une seule cour de guillotine qui était à Paris. Sauf, je crois, en Algérie et en Corse, où il y avait une guillotine pour des raisons de transport. Mais il n'y avait qu'une seule guillotine qui était à Paris, et elle se déplaçait de ville en ville en fonction des condamnations. Et le seul moyen de transport, c'était le train. Et donc, M. Desfourneaux et ses assistants prenaient le train dans chaque ville. Et l'usage voulait aussi qu'en arrivant à la gare, le bourreau aille présenter ses respects au procureur de la République pendant que les assistants montaient la guillotine dans la cour de la prison. Donc il n'y avait bien qu'une seule guillotine pour toute la France. Alors Jean-François Fourcade, il faut évidemment resituer cette enquête dans son cadre historique. Il y a deux choses. Il y a l'omniprésence des réfugiés espagnols, car c'est la guerre d'Espagne et que les républicains sont en lutte contre le fascisme et contre Franco. Et il y a l'occupation nazie en France. Et il y a la justice, c'est toujours étonnant ça, qui néanmoins continue de fonctionner. Alors tout à fait. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous sommes au mois de décembre 1944, et il faut savoir que dans cette partie de la France, dans le sud de la France, il y a énormément de réfugiés espagnols. Pourquoi ? Parce que la frontière est tout à côté. À Créchet, la frontière espagnole est peut-être à 30 kilomètres. Donc c'est pour ça qu'au Pays Basque, vous le savez mieux que quiconque, monsieur Ondelat, dans les Hautes-Pyrénées, dans la Haute-Garonne, il y a beaucoup de réfugiés politiques, c'est-à-dire des opposants au régime franquiste, qui ont traversé la frontière dans la clandestinité, et dont beaucoup se sont inscrits, si je puis dire, dans des unités de guérilla, les guérilleros. Et aussi en même temps dans la résistance française. Et également dans la résistance française, et il donnait un coup de main aux résistants, et dans les maquis, car dans les Hautes-Pyrénées il y a eu plusieurs maquis, et ces Espagnols donnaient un coup de main aux résistants. C'est la raison pour laquelle les avocats de la défense ont insisté sur ce fait-là pour dire, bon, ce sont des criminels, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas un si mauvais fond que c'est le cas, puisqu'ils sont venus en aide aux résistants, et ce seul fait doit leur permettre de sauver leur tête. Mais ils n'ont pas été entendus par la justice, sachant que en 1948, les magistrats professionnels faisaient partie du jury, tandis que jusqu'en 1940, seuls les jurés populaires participaient aux délibérés. Donc, ils votaient là. Mais dans l'affaire qui nous préoccupe, la loi de 1939-40 avait changé et les 3 magistrats professionnels ont participé aux délibérés. Or, la peine de mort a été prononcée. C'est dire s'il y a eu une sorte d'unanimité pour prononcer la peine de mort, même chez les magistrats professionnels. Alors, c'est aussi une époque incroyable où on peut être riche en vendant des pommes. J'ai trouvé ça intéressant de noter ça au passage. Oui, tout à fait. Alors, la région de la Barousse est une région, une partie du département des Hautes-Pyrénées qui se trouve au sud-est, à proximité de la Haute-Garonne. C'est-à-dire que Créchet, c'est beaucoup plus près de Montrégeau et de Saint-Gaudens que de Tarbes. Et c'est une région où il y a la culture des pommes, il y a des vergers de plusieurs dizaines d'hectares, et les cultivateurs de l'époque tiraient la plupart de leurs revenus de la vente des pommes qu'ils vendaient à des grossistes, et nous sommes en 1944-45, et à cette époque-là, les traites, les chéquiers, on ne connaissait pas trop. Les contrats, c'était la poignée de main au marché, et les paiements, ça se faisait en liquide. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les vendeurs de pommes rentraient du marché de Lannemezan avec des billets plein les poches. Les maquignons qui vendaient leurs moutons ou leurs veaux ou leurs vaches rentraient du marché avec les poches pleines d'argent. Et à la campagne, là-bas en Barousse, vous savez, les gens parlent beaucoup et ils parlent trop.
Et très souvent, les familles savent qui a ramené une somme d'argent du marché, parce que tous les paysans se rencontrent au marché. Et ils savent tous qu'un tel a vendu sa récolte, qu'un tel ne l'a pas vendu, qu'un tel l'a vendu à un bon prix. Donc tout se sait. Et la pauvre vieille Madame Sost, la pauvre, a cru pouvoir raconter à ces 3 Espagnols, effectivement, que son fils avait fait bonne fortune et qu'il avait ramené pas mal d'argent. À mon avis, c'est cette pauvre femme qui, sans le vouloir, est à l'origine des 4 meurtres. Parce qu'initialement, ces 3 garçons espagnols avaient été embauchés. Ils devaient embaucher le lendemain. C'est après avoir rendu visite à la veuve Sost qu'ils ont appris par celle-ci que son fils avait de l'argent un petit peu caché partout. Et c'est ça qui les a fait basculer dans le crime. Alors vous avez vu, je suppose, Jean-François Fourcade, le dossier d'instruction, et des dossiers d'instruction, vous en avez lu des centaines et des centaines dans votre carrière d'avocat. Est-ce que c'était un travail d'enquête sérieux ? Ah oui, tout à fait. Ils ont pris le juge d'instruction de Tarbes, qui avait le dossier en charge, a donné commission rogatoire au service de police judiciaire de Toulouse, lequel a désigné son plus fin limier, ce monsieur Courtège, qui était, comme on dit, spécialiste des crimes en milieu rural, comme s'il y avait des crimes spécifiques, et ce monsieur a parfaitement mené son enquête dans les meilleurs délais. Il faut dire aussi que ces 3 Espagnols n'ont pas été bien malins, puisqu'ils ont fait du raffut à la gare de Montrégeau, ils ont été repérés par tout le monde à la gare, ils ont été bien sûr vus par cet exploitant forestier, et en plus, à l'hôtel Terminus où ils sont descendus, ils avaient rempli leurs fiches en détail, nom, prénom, religion, adresse, tous les renseignements. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait que la tâche de l'inspecteur Courtège a été facilitée, mais il a bien mené son enquête et très rapidement. Je vous remercie beaucoup, une fois de plus, d'avoir partagé ces histoires avec nous, et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à ceux qui, comme vous, font ce travail dans d'autres régions, de recenser des crimes et de les raconter, souvent dans de petites maisons d'édition. Je vous en prie, envoyez-les nous, que nous puissions en profiter et vous remercier publiquement d'avoir fait ce travail pour la mémoire du crime dans notre pays. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.